Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Donc ça va être 3 livres que j'ai lu fin janvier et un livre que j'ai lu fin janvier début février. Du coup il a débordé au début février parce que je vais terminer début février. Il y en a d'autres que j'ai lu au mois de janvier et que finalement j'ai pas relu au mois de février. Enfin un que finalement j'ai pas relu au mois de février. Moi j'ai décidé de le présenter dans le update lecture suivant parce que j'avais très envie de vous parler de celui que j'ai terminé début février. Bref, je fais ce que je veux dans mes updates lecture, on s'en fout. Le premier c'est Endgame, le tome 1, l'appel de James Gray et Niels Johnson Shelton. C'est un livre que j'ai abandonné. Alors en fait l'histoire, c'est l'histoire de 12 lignées. En fait, apparemment, parce que j'ai compris, au tout début, c'est une espèce de dystopie. Au tout début, il y avait 12 grandes familles, puis les hommes se sont développés, on a aujourd'hui plusieurs familles, plusieurs lignées, plusieurs pays, plusieurs trucs, quoi, plusieurs origines. Mais on a quand même les descendants de ces 12 premières lignées et en fait tout au long de leur vie, chaque personne de ces familles-là s'entraîne pour un jour endgame, parce qu'ils savent qu'un jour il y aura endgame, mais ils ne savent pas quand ça va arriver, donc chaque génération se prépare en fait à endgame. Et en fait, nous évidemment, le livre démarre, endgame va démarrer, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc les 12 vont être appelés, ils vont devoir se rejoindre en Chine pour démarrer le jeu. Donc on ne nous présente pas les 12, on a plusieurs points de vue, on découvre certains des 12, on est dans la tête de certains des 12, on a leur opinion, leur avis, on voit leur vie d'avant, on sait s'ils avaient envie ou pas que Endgame débarque. Il y en a notamment un qui n'attendait que ça, et une qui espérait qu'il n'arrive pas, donc voilà, sauf que ça leur tombe dessus en fait, ils n'ont pas le choix. Et donc ils vont se rejoindre en Chine pour essayer de comprendre le but du jeu, parce que même s'ils s'entraînent pas depuis qu'ils sont nés, ils s'entraînent, parce que c'est entre, je sais plus quel âge, je crois que c'est entre 12 et 19 ans que tu peux être appelé pour faire endgame, donc avant tes 12 ans ça sert à rien de s'entraîner, et après tes 19 ans ça sert à rien de s'entraîner non plus, donc ils s'entraînent plus ou moins longtemps, parce qu'ils n'ont pas tous le même âge du coup, donc pour ces jeux là, et donc ils vont être appelés, et le jeu va plus ou moins démarrer. Le problème c'est que c'est pas que c'est flou et c'est pas que j'ai pas tout bien compris, mais c'est pas ça qui m'a dérangé le plus. J'ai abandonné ce livre à la page 132, donc j'ai quand même été assez loin. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de le lire, en fait. J'avais pas envie de continuer. Je m'étais attachée à aucun des personnages, j'avais pas envie de savoir. Au début, ça m'a apparu un peu comme un espèce de Hunger Game encore plus poussé. Alors oui, je sais, dans Hunger Game, ils s'entretuent et tout. Là aussi, ils s'entretuent, mais c'est pas, dans la manière dont c'est fait, dans la manière dont c'est mis en place, c'est encore plus violent que Hunger Game. Donc, voilà, niveau violence, c'était pas mal, mais en fait, au bout d'un moment, on les suit dans leur quête, on essaie de comprendre ce qu'ils font, il y a une espèce de temple, et une espèce de magie, et je crois que c'est la magie qui m'a dérangée, en fait. Et surtout, je me suis attachée à aucun des personnages. On en suit 5-6, je crois, sur les 12, mais franchement, il y en a aucun il y en a aucun qui se démarque, il y en a aucun qui est intéressant, ou alors ils sont même pas tous intéressants, ils sont tous intéressants pour moi, je me suis attachée à aucun. Leur espèce de quête et de recherche, une espèce de chasse au trésor, quoi. J'ai pas trop bien compris. Bon voilà, au bout de 130 pages, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de lire, en fait, ça m'intéressait pas. Voilà, j'avais lu 130 pages, donc j'étais censée être investie dans l'histoire, être plus ou moins à fond dans l'histoire, avoir envie de lire, avoir envie de connaître la suite, et en fait, pas du tout. Donc du coup, je l'ai posé. Et aussi le fait que ce soit un Gallimard et que ça pèse 1 tonne. Franchement, les livres Gallimard pèsent 1 tonne. Et je me suis rendu compte récemment, parce que je suis en train actuellement de lire un autre Gallimard c'est un Gallimard jeunesse ou un Gallimard court, je ne sais plus, mais ils étaient pas aussi lourds, enfin ça doit dépendre des collections, mais celui-ci c'est juste pas pratique à lire, quoi. Il pèse 1 tonne le truc, et même allongé dans mon lit avec le livre posé devant moi, c'est trop lourd, c'est trop galère à lire, je comprends pas pourquoi ils font des livres aussi lourds que ça, c'est pas du tout pratique à lire, donc je l'ai arrêté. Ensuite, donc j'ai lu Le secret de Chimney d'Agatha Christie, c'est mon 6ème d'Agatha Christie parce que c'est le 6ème livre qu'elle a écrit, donc j'ai lu dans l'ordre qu'elle les a publiés. Celui-ci, je l'ai terminé, c'était sympa, mais c'était pas non plus ouf, c'est pas l'un de mes préférés. C'est pas celui que j'ai le moins aimé, parce que celui que j'ai le moins aimé, ça reste le recueil de nouvelles sur Hercule Poirot. Ici, on va rencontrer un nouvel enquêteur qui est le surintendant Battle, je crois, un truc du genre. Mais en fait, je sais que c'est un espèce d'enquêteur, c'est un enquêteur qu'on va retrouver dans d'autres livres plus loin d'Agatha Christie, mais ce qui me dérange en fait, c'est que c'est pas lui qui mène l'enquête, c'est pas lui qu'on suit, un personnage principal, et il est même pas là présent, il est même pas présent tout le temps, quoi. Je veux dire, pour les Hercule Poirot, c'est pas Hercule Poirot qui nous raconte l'histoire, mais Hercule Poirot est tout le temps présent, il est tout le temps là, et c'est bel et bien lui qui mène l'enquête. Là, c'est Anthony Cade, notre personnage principal, donc il va nous raconter l'histoire.
Et l'enquêteur qu'on est censé retrouver dans les prochains Agatha Christie, bah on le voit pas franchement et j'ai pas l'impression que c'est lui qui mène l'enquête. Pour moi c'est Anthony Cailly qui mène l'enquête et qui est au centre de tout. Du coup j'ai pas vu l'intérêt de... Enfin je me suis pas réellement attachée au personnage enquêteur, enfin à l'enquêteur parce que bah, je sais même pas qui c'est en fait. On le voit pas assez souvent pour que je sache qui c'est. Bref. Donc, c'est l'histoire d'Anthony Cailly. Donc, il vit en Afrique depuis pas très longtemps et il a un de ses amis qui reçoit les mémoires d'un homme. Et cet ami est censé ramener ses mémoires à un éditeur pour que l'éditeur relise et publie les mémoires de cet homme. Sauf qu'il a pas envie de le faire, cet ami-là, on sait pas trop pourquoi. Et donc il demande à Anthony Cailly de se faire passer pour lui et d'aller à Londres pour ramener ses mémoires qu'il a reçues en héritage en fait à l'éditeur. Et en échange, il sera payé pour la vente de ses mémoires en fait, parce que ça lui appartient à son ami. Et du coup, donc Anthony Cailly prend le bateau et tout, il va à Londres, il essaye de vendre les mémoires, mais il doit attendre, en fait il a une date butoir pour vendre ses mémoires, et du coup il décide d'attendre la date butoir pour le faire et pas de le faire tout de suite, on sait pas trop pourquoi, sauf qu'il y a deux camps opposés qui cherchent à récupérer les mémoires pour savoir ce qu'il y a dedans, et avant qu'ils soient publiés, ou pour éviter qu'ils soient publiés carrément, parce que cet homme qui a écrit ces mémoires et qui est maintenant mort, était un homme assez important, il avait des relations avec la royauté et tout et tout. Au début, quand on nous expose ça nous parle de Nicolas IV, Nicolas II justement, de la famille royale et tout, et une espèce de guerre chelou. Enfin, je sais pas trop à quel moment ça se situe dans le temps, mais on sait que Nicolas II a déclenché une guerre, donc on se doute bien qu'il y a quelque part par là un truc en rapport avec ça. Et du coup, il y a les gens de cette famille-là qui veulent récupérer les mémoires pour essayer d'éviter le scandale, et les gens opposés à eux qui veulent récupérer ces mémoires pour au contraire les publier, je crois, et provoquer le scandale. Du coup, Anthony Cailly va se faire attaquer par 30 personnes pour récupérer ses mémoires en fait, et il a aussi en sa possession un paquet de lettres écrites par une femme à son amant, et du coup il ne faut pas que ces lettres tombent en possession du mari, blablabla, tout ça. Au début on comprend pas trop le lien entre tous ces trucs là, au milieu de tout ça il va se faire inviter à un dîner, il y a un mec qui va se faire tuer, et il y a aussi une femme au milieu de tout ça. Enfin bref, c'est un... En fait, le problème c'est que je pense que Agatha Christie elle a voulu mettre trop de trucs, le mémoire, les lettres, le vol, le meurtre, la royauté et tout, ce qui fait qu'au final on est un peu perdu, ça va un peu trop vite, et surtout en fait au début elle met tout en place, mais le problème c'est que on voit pas c'est quoi le lien en fait, genre pourquoi il a les lettres et pourquoi il a les mémoires avec les lettres, ça n'a pas d'intérêt, enfin pourquoi les deux, en fait on comprend pas trop ce qu'elle essaye de mettre en place, en tout cas moi j'ai pas trop compris, du coup j'ai quand même lu et j'ai quand même continué, mais c'est pas mon préféré d'Agatha Christie. À la fin il y a une espèce de révélation, je sais même plus trop c'est quoi la révélation, ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, hein, mais il m'a pas marqué cette Agatha Christie là. Je veux tous les lire donc je les lis tous, mais franchement celui-là c'est pas l'un des meilleurs et c'est pas un de ceux que je recommanderais. Je l'ai quand même terminé, c'est quand même pas mal parce que j'avais pas mal de livres quand même, mais c'est pas ouf quoi. Ensuite, j'avais envie de lire un thriller, j'avais envie d'un truc noir, d'un truc sombre, avec des gens qui meurent, qui sont kidnappés, qui sont torturés et tout. Et il se trouve que quand j'ai fait mon achat pour choisir, j'ai acheté Dompteur d'ange de Claire Favant, qui est un thriller que Piketty Bookin recommande encore et encore et encore. Et en fait, je ne savais même pas que, enfin, j'avais même pas réalisé que c'était celui-là que Piketty Bookin recommandait. Claire Favant, ça me disait quelque chose au niveau du nom de l'auteur, il y a aussi Terre moins forte, elle a écrit. Donc je savais que beaucoup de monde sur Booktube en parlait. Et en fait, quand je suis allée dans la librairie, non, dans la boutique France Média, parce que ce ne sont pas de libraires, ce sont des vendeurs. Donc quand je suis allée, j'ai laissé la vendeuse me conseiller un livre. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Je n'ai jamais dans les librairies de livres neufs parce que je ne supporte pas qu'on me parle de livres et qu'on me conseille. Je supporte pas. J'ai conscience que c'est leur métier et je les respecte, mais je supporte pas quand on me conseille. Donc j'y vais pas en fait, c'est pour ça. Et là en fait, je me suis dit, comme je veux découvrir des nouveaux thrillers, comme je veux découvrir des nouveaux auteurs, autant qu'elle m'en conseille un. Du coup, elle m'a demandé ce que j'aimais comme thriller et ce que j'avais déjà lu. Du coup, évidemment, je lui ai parlé de Maxime Chatham parce que c'est un peu ma référence à moi en tant qu'auteur de thriller, puisqu'il est à ce jour le seul dont j'ai terminé un livre. Enfin, c'est plus trop vrai parce que derrière la vidéo, c'est aussi un thriller, je crois. Donc, du coup, elle m'a conseillé celui-ci. J'ai à peu près lu le résumé parce que je l'ai lu pas entièrement et je me suis dit qu'effectivement, ça pouvait être pas mal. Du coup, je l'ai commencé. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce livre-là que moi, les questions qui me font lire un thriller, les questions auxquelles j'ai besoin de réponses quand je lis un thriller, c'est pourquoi le psychopathe fait ça, qu'est-ce qu'il leur fait exactement, comment il choisit ses victimes, est-ce qu'il les séquestre, est-ce qu'il les tue, enfin, qu'est-ce qu'il leur fait exactement, et pourquoi il leur fait ça.
Et en fait, une fois que j'ai les réponses à toutes ces questions-là, bah le livre m'intéresse pas, quoi. D'avoir le détail de ce qu'il fait, ou de savoir s'il va se faire arrêter ou pas, moi ça m'intéresse pas en fait. Tout ce que je veux savoir, c'est exactement ce qu'il leur fait et pourquoi il leur fait ça. Or là, j'ai arrêté ce livre au bout de 87 pages, parce qu'au bout de 87 pages, j'ai ces réponses-là en fait. Donc j'ai pas vu l'intérêt de continuer en fait. Je pense que la suite du livre, c'est exactement dans le détail ce qu'il fait, et s'il se fait arrêter ou pas à la fin. Mais moi ça m'intéresse pas. Du coup, pour l'histoire, c'est l'histoire de Max qui a 22 ans, qui essaye de se démerder dans la vie. Il a pas une vie très facile, il fait des petits boulots et tout, et il va se faire accuser du viol et du meurtre. Enfin, il a d'abord tabassé à mort un petit garçon qu'il connaissait et qu'il aimait beaucoup. En fait, et il est totalement innocent. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est innocent, il n'a rien fait, mais les choses sont contre lui, les circonstances sont contre lui, et il va être condamné pour ce viol et ce meurtre. Autant vous dire que autant des psychopathes, il y en a plein en prison, autant des violeurs et des tueurs d'enfants, c'est mal vu en prison aussi. Donc il va passer des années à se faire tabasser, à se faire maltraiter, à se faire malmener, parce que en fait, les prisonniers qui sont avec lui sont aussi contre ce qu'il a fait et donc le lui font payer. Et les matons qui sont censés le protéger n'en ont absolument rien à foutre, parce que il a tué et violé un enfant, donc il peut bien subir ça, c'est pas très grave. Le problème c'est qu'il est innocent. Et au bout de quelques années, en fait, son charmant avocat vient lui voir et lui dit excusez-nous monsieur, vous êtes innocent, effectivement, on vient de se rendre compte, on vous libère. Et on lui donne de l'argent pour compensation, alors que il n'y a rien qui peut compenser ce qu'il a vécu pendant toutes ces années-là en prison. Et du coup, on le libère. Et il dit, dans le livre, le personnage dit cette phrase ils ont enfermé un innocent et ils ont libéré un coupable, parce qu'une fois qu'il est sorti, il va enlever les enfants de 3 des responsables de ce qui lui est arrivé en fait, et il va en faire des psychopathes. Il va littéralement façonner leur cerveau pour qu'ils deviennent des psychopathes et pour qu'ils s'en prennent aux gens. Alors j'ai pas été assez loin dans le livre pour savoir à qui ils s'en prennent, parce que voilà, on sait pourquoi il fait ça, on sait qui il va enlever, on sait pourquoi il va les enlever, on sait ce qui lui est arrivé. Enfin moi j'ai les réponses à toutes les questions que je me pose, donc j'ai pas vu l'intérêt de continuer le livre. En fait, juste regarder un gars retourner des enfants et des enfants potentiellement tuer des gens, moi ça m'intéresse pas, parce que je sais pourquoi ils vont faire ça, je sais pourquoi Max fait ça, et je sais pourquoi les enfants vont faire ça. Donc je vois pas l'intérêt de continuer ce livre. Après, si vous lisez des thrillers pour d'autres raisons que moi, je pense que vous pouvez lire celui-ci. Kidipline a adoré ce livre, elle n'arrête pas de le recommander et tout. Elle a parlé de la sortie en poche, parce qu'il est sorti en poche au mois de février, je crois. Du coup, vous pouvez le lire, mais moi, au bout de 87 pages, j'ai arrêté parce que j'avais toutes les réponses dont j'avais besoin. Donc je commençais à me faire chier en fait. Du coup, après ça, j'avais toujours envie d'un thriller et d'un truc un peu sombre, un peu gore. Et donc, j'ai commencé Dragon Rouge, donc le tome 1 d'Hannibal Lecter, écrit par Thomas Harris. J'ai hésité à faire une vidéo spéciale sur ce livre parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'aller vite quand même. Donc ici, c'est le tome 1 d'Hannibal Lecter. Moi, j'ai jamais vu aucun film Hannibal Lecter qui adapte l'histoire d'Hannibal Lecter. Je connais vaguement l'histoire qu'il a tué les gens et qu'il a bouffé les gens, voilà, c'est tout ce que je sais. Donc du coup, je suppose que tout le monde est au moins comme moi, parce que même si vous n'avez pas vu l'adaptation, vous connaissez vaguement l'histoire de psychopathe. Et du coup, je m'attendais à ce que le tome 1 de la saga Hannibal Lecter me raconte l'histoire d'Hannibal Lecter. Pas du tout. Ici, ça va nous raconter l'histoire d'un autre psychopathe. Et en fait, les deux enquêteurs qui sont Crawford et Graham, que soit dit en passant, j'ai confondu jusqu'au bout, je ne sais pas qui est qui, d'accord. Et donc, ils vont enquêter sur un autre psychopathe et ils vont à peu près faire appel à Hannibal Lecter pour qu'il les aide. Sachant que comme c'est un psychopathe, c'est pas non plus oufissime, il va pas non plus trop les aider, quoi. Et donc, en fait, au début, la première scène du livre m'a à la fois donné envie de continuer, et d'ailleurs c'est un livre que j'ai terminé, et en même temps, elle m'a déconcertée, en fait, parce que c'est une conversation entre Crawford et Graham, et c'est comme quand, dans la rue, sans le faire exprès, ou en le faisant exprès si vous êtes curieux, vous entendez la conversation de deux inconnus. Et du coup, ils vont faire référence à des événements, à des personnes et à des trucs que vous ne connaissez pas, qui ne vont pas détailler parce que eux ils savent de quoi ils parlent et que vous n'allez pas savoir de quoi ils parlent. Et donc, ils vont avoir cette conversation, vous allez comprendre à peu près de quoi ils parlent, vaguement vite fait, mais pas dans le détail, et du coup, ça va vous tracasser un peu. Voilà, vous n'allez pas tout comprendre. Voilà, c'est pareil. Crawford et Graham discutent, et moi je comprends pas tout. On comprend qu'il y a des familles qui se font massacrer chez elles la nuit par un psychopathe. On comprend qu'ils ont déjà enquêté ensemble, et on comprend que l'un des deux vient demander à son collègue de l'aider sur cette enquête-là, parce qu'il avait arrêté de travailler sur ce genre d'enquête-là suite à Hannibal Lecter, apparemment. Et donc du coup, ils vont enquêter là-dessus. Et ce qui m'a fait continuer, c'est que du coup, on allait être du côté des enquêteurs, on allait être du côté de ceux qui cherchent à comprendre pourquoi il fait ça, comment il choisit les familles, comment il rentre chez eux, pourquoi il les tue, c'est quoi son problème, enfin, toutes les questions que qui moi me font lire un thriller.
Sauf que, à partir du tiers du livre, on est plus souvent avec le psychopathe et dans la tête du psychopathe que du côté des enquêteurs. Ce qui fait que, alors on a les réponses, comment dire, c'est pas dès qu'on est dans la tête du psychopathe, on a toutes les réponses et on sait pourquoi il fait ça, comment il fait ça et tout et tout. Non, on a les réponses au fil des pages, du coup c'est quand même pour ça que je l'ai terminé. Mais c'est franchement, j'ai bien aimé, mais c'était pas le gros kiff non plus. Je pense que j'ai le tome 2 dans ma palle parce que j'avais acheté le tome 2 avant de trouver celui-ci en boîte à lire. Parce que je pensais que le tome 2, donc qui est Silence des agneaux, était le tome 1. Mais en fait, pas du tout, c'est celui-là le tome 1. Du coup, je pense que si j'avais pas eu le tome 2 dans ma palle, j'aurais pas terminé ce tome-là. Mais là, vu que j'ai le tome 2, je me suis dit que j'allais au moins essayer de lire le tome 2. Et que si ça fait pareil, si on est plus souvent dans la tête du psychopathe que du côté des enquêteurs, je pense que même si je termine le tome 2, je n'irai pas lire la suite. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Moi, je m'ennuie du coup. Et là, il y a même une scène, en fait, il y a une scène du côté des enquêteurs où c'est la scène où l'enquêteur est en train de comprendre ce qui se passe, de comprendre un truc important pour l'enquête. Et le problème, c'est que ce qu'il comprend, moi je le sais déjà, enfin le lecteur l'a déjà compris parce que quand on est dans la tête du psychopathe, on l'a vu et il nous l'a dit quoi. Du coup, c'est une scène que j'aurais adoré, c'est genre aussi que j'adore lire et que j'aime comprendre comment un homme arrive à se mettre dans la tête d'un psychopathe. Sauf que là, bah, comme j'avais déjà la réponse, la scène, je m'en fous quoi, parce que j'ai déjà la réponse. Du coup, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'était franchement dommage. Après, au niveau psychopathe, on est pas mal du tout. Il y a un espèce de twist à la fin que j'avais pas vu venir et que je suis contente d'avoir été au bout et d'avoir lu. Mais c'était pas le kiff. Après, ça reste le premier livre de la saga, le premier livre de l'auteur, du coup, si je dis pas de conneries. Donc peut-être que dans les tomes suivants, ça s'améliore. En fait, l'auteur a fait mieux, en fait, j'espère. Je lirai la suite, c'est sûr. Donc peut-être pas très très longtemps, parce que du coup, je l'ai et que comme ça me permettra d'avancer et de décider ce que je fais avec cette saga. Mais je m'attendais à mieux, en fait. Je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Et je m'attendais surtout à avoir une histoire d'Hannibal Lecter, et c'est pas le cas. Du coup, j'étais un peu floutée pour ça. Mais l'histoire qu'on a ici est vraiment bien. Le psychopathe est un vrai psychopathe complètement starbé qui vaut mieux pas croiser dans la rue, mais clairement pas. Hein. Donc voilà, je reste un petit peu sceptique et un petit peu déçue, mais je dirai la suite histoire de voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai l'impression que je parle depuis beaucoup trop longtemps, je crois que le déclic est beaucoup trop long, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez lu, que ce soit le tome 1, le tome 2, le tome 3 ou le tome 4, c'était 4 tomes dans la saga Hannibal Lecter, dites-moi ce que vous en avez pensé, où vous en êtes, s'il faut que je continue, si à la fin c'est mieux ou pas, et je m'arrête là parce que je pense que j'ai pu avoir beaucoup de place. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt!